Italie, à Monte Cassino, en France, en Allemagne, toujours au premier rang. Par dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. 3 des 6 chefs du 1er novembre sont parmi eux. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. Les survivants musulmans qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont résolus à en faire profiter leur pays. Pour les Alliés, c'est la victoire, mais le Maghreb nationaliste bouge. Au Maroc, on apprend la signification du mot istiklal, indépendance. En Tunisie, les partisans de Habib Bourguiba sont de plus en plus nombreux. On les traque. Leur chef est en exil. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leurs banderoles. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. On est tranquille pour 10 ans, disent certains colons. Ils oublient que seule une infime partie de la population s'est révoltée. Pourtant, des voix s'élèvent. Il est nécessaire de rassurer les musulmans en définissant au plus tôt un programme de réforme. Conseille le général Tubert chargé d'une commission d'enquête. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, dit « À Sétif se cimenta mon nationalisme. J'avais 16 ans. » La manière de réagir face à Ibn Chattegno, qui représente la France en tant que gouverneur de l'Algérie, et le fait qu'il soit hué par le grand colonna, n'est ni plus ni moins que la manière du colonna d'expliquer qu'elle ne veut pas à aucun moment, ni de réforme, ni être représenté d'ailleurs par un gouverneur d'origine socialiste, SFIO à l'époque, ni même d'imaginer qu'on ne va pas revenir à la situation de l'entre-deux-guerres où ce grand colonna avait tout pouvoir en Algérie. Ce grand colonna a été confronté à cette situation politique, vit en plus dans une angoisse des masses arabes qui pourraient d'un seul coup envahir et dominer la situation démographique en Algérie, prendre un pouvoir politique supérieur, prendre une place plus importante que celle qu'on lui avait donnée avant-guerre. Ce grand colonna en 1945, il est en train de reprendre en main sa colonie. Et pour lui, c'est bien la sienne. Personne à Paris doit décider à leur place, encore moins un socialiste, alors encore moins les Arabes, et encore moins les leaders nationalistes. L'offensive du pouvoir contre les nationalistes ne se limite pas aux leaders. Ferhat Abbas et Messali Hadj emprisonnés, les autorités procèdent à des arrestations massives parmi les militants. Nous, les musulmans, on allait à nous récupérer. Et là où ça devenait très difficile, où léger le plus, c'est entre 2 heures et 6 heures. Là, il n'y a plus personne dans la rue, aucun arabe, très peu de passants. J'allais, je disais, peut-être devant cet immeuble-là, ils vont m'abattre, peut-être plus loin dans l'autre coin, peut-être jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Pendant 3 jours, j'ai vécu le grand martyr. À tel point que quand on m'a amené au commissariat, et puis après qu'on m'a transféré à la caserne, j'ai dit alhamdoulilah, je suis bien ici. Comme ça, c'est fini le cauchemar. Et bien maintenant qu'on nous tue, on nous tuera tous. Évidemment, l'accueil c'était les coups, c'était les insultes, les gifles, et puis l'ordre de me déshabiller. Le bonhomme nous disait ça, c'est une cravache. Ça, c'est votre Abbas Farhat, ça, c'est votre Messali Hadj, ça, c'est votre Bembadich, etc. Choisissez-le. Et il nous donnait des coups sur la plante des pieds. Pendant que l'un nous donnait des coups sur la plante des pieds, un autre versait de l'eau. Quand on est arrivé là-bas, dans le bureau d'un officier, un capitaine, je me souviens, un jeune capitaine, le sergent est revenu tout ce temps en disant, monsieur, tout est complet, pas de place, on ne peut pas nous mettre nulle part. Il m'a regardé et m'a dit,
De toute façon, il n'a pas pour longtemps. Tu peux le mettre avec les autres. Comme ça, textuellement. Moi, j'ai compris qu'il n'en a pas tant, c'est qu'on allait m'éliminer. C'est bien clair, ça veut dire ça. La nuit, les policiers et les militaires venaient amener une hôtel, et puis on ne les revoyait jamais. On ne les voyait jamais. Il y en a un qui habitait dans le quartier où j'habitais et qu'on n'a plus revu. En métropole, dès le 9 mai, la presse se fait l'écho de perturbations en Algérie. Mais en aucun cas le drame de Sétif n'occupe la première page des journaux. En France, on célèbre encore la victoire. Roger Denier, originaire de Sétif, fait partie de la 7e RTA, le régiment des tirailleurs algériens. Le 11 mai, il est à Aubagne avec son régiment quand il entend parler pour la première fois des troubles en Algérie. On achète le journal et puis on s'aperçoit que des éléments de trouble ont perturbé les fêtes de la libération à Sétif. Pour nous, à ce moment-là, on a pensé que c'était une bagarre de gens qui avaient trop fêté le 8 mai. Et le lendemain, en rentrant au bail, le commandant qui était à côté de moi déplie un journal et puis qui me dit « Eh bien, il s'en passe des choses dans votre pays. » Alors je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il me dit « Il y a eu des émeutes à Sétif et avec des victimes, il y a des morts. » Ah bon? Et il dit « Parmi les premières victimes, le maire, un juge de paix et le secrétaire de la section du Parti communiste. » Je donne un coup de frein à la voiture et je me gare, je dis faites voir le journal et il me dit qu'est-ce qui se passe? Ben je dis le secrétaire du Parti communiste, c'est mon père. Je rentre au régiment et là je demande une permission. À peine arrivé sur le quai d'Alger, je prends le train en direction de Sétif et le train était convoyé par des Sénégalais qui étaient à chaque porte armés, à chaque porte de wagon. Et on arrive à Sétif, et alors là je découvre qu'il y avait des nids de mitrailleuses qui étaient en enfilade des rues et qui faisaient respecter le couvre-feu. Je suis allé voir aussitôt ma mère, et avec ma mère on a décidé de monter tout de suite à l'hôpital. Et en montant à l'hôpital, j'ai trouvé mon père sur son lit de souffrance, là, et il était méconnaissable. Albert Denier était un Européen modéré, très respecté à Sétif par les deux communautés. Dans la folie de la manifestation du 8 mai, il a eu les mains broyées par des manifestants. Cette photo a été prise par l'armée. Abondamment publiée dans la presse locale, elle contribuera à créer un climat de terreur au sein de la population française. Dans les colonnes des journaux, si on ne mentionne pas les morts algériens, on énumère les victimes françaises et on dénonce en boucle la barbarie des émeutiers. Tous les jours en lisant notre journal, quand on lisait le décès de telle ou telle personne, ça nous faisait peur et on se disait mon Dieu, quand est-ce que ça va nous arriver à nous? Et ça envenimait, ça entretenait notre psychose et on avait peur, c'était terrible. Il y a des gens qui ne sont plus jamais sortis, qui n'osaient plus descendre des escaliers, qui ne voulaient pas aller à l'extérieur, tant la peur était grande. On se demandait, nous, les petits gens, on se demandait ce qui nous était arrivé, parce qu'on ne comprenait pas la chose. À l'extérieur de l'Algérie, on continue à ignorer l'ampleur de la répression. Landrum Bolling, reporter de guerre américain, est le premier journaliste étranger à se rendre sur le terrain. À la toute fin de la guerre, j'étais à Rome et j'ai reçu un télégramme de mon rédacteur en chef à New York, m'ordonnant d'aller immédiatement à Alger pour voir si je pouvais essayer de déterrer une histoire que les Français essayaient de cacher. Quand je suis arrivé à Alger, les autorités françaises ne m'ont rien dit. Je suis allé voir les autorités militaires américaines qui ne m'ont rien dit non plus, mais par hasard, j'ai rencontré un homme d'affaires américain qui partait en voiture le lendemain pour la province de Constantine et il m'a dit « Oh oui, j'ai entendu parler de quelques problèmes survenus dans une petite ville qui s'appelle Sétif. » À une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sétif, j'ai commencé à voir des villages qui venaient tout juste d'être brûlés. Des troupes sénégalaises gardaient ces villages.
Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de morts européens dans le Constantinois, pourtant la répression continue. J'étais serfrant. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Ce qui se passe en 1945 au niveau de la répression est une vieille tradition française. C'est d'utiliser dans chaque partie de l'Empire des soldats d'une autre partie de l'Empire. On a colonisé le Maroc grâce aux tirailleurs sénégalais. On envoie la répression en 1947 à Madagascar avec ces mêmes tirailleurs sénégalais. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. En Indochine, on enverra les troupes de l'Empire entière. Chaque fois, on utilise des hommes, des supplétifs unitaires d'une force vers une autre colonie. Ce qui signifie que d'une certaine manière, même dans la mythologie, même dans l'imaginaire, le tirailleur, par exemple, au Maghreb, fait peur. Les tirailleurs sénégalais font peur parce qu'ils ont participé, que ce soit en Constantine en 1934 d'ailleurs, ou à Sétif en 1945, aux différentes grandes répressions qui ont eu lieu. Et dans cet imaginaire collectif, il y a, pour faire peur justement, parce que c'était quelque chose directement pour inquiéter les populations civiles. Quand on sortait les tirailleurs sénégalais, c'était d'une certaine manière rappeler ce que le pouvoir colonial pouvait lâcher sur la population civile. C'est-à-dire, attention, si vous ne rentrez pas dans le rang, nous allons vous lâcher les tirailleurs. L'armée arrive à Guelma et va prendre le relais de la milice. Les Français qui assuraient la sécurité de la ville rentrent chez eux. Mais le sous-préfet Achiari et les miliciens les plus actifs ne veulent pas en rester là. À 13h, policiers et gendarmes ont repris le contrôle de la situation. Les manifestants algériens quittent la ville dans la précipitation, emmenant avec eux les blessés et les morts. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le car est arrivé de Sétif, il était criblé de balles. Les voyageurs sont descendus. Il y avait Mohamed Bouaoui. Je lui ai demandé, « Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce car est criblé de balles ?» Il m'a répondu, « Sétif s'est rebellé. Et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ?» Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi Ladouani. Il criait « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté ». Et il a pris la route du village des Amouchas et de Périgodeville en continuant à crier « Soulevez-vous, la révolte a éclaté ». À 280 km de là, à Guelma, on s'apprête aussi à célébrer la victoire. Ici, comme à Sétif, les nationalistes en profitent pour afficher leurs revendications et brandir le drapeau algérien aux côtés de ceux des Alliés. Le sous-préfet de Guelma, André Achiari, a eu connaissance des événements de Sétif. Il demande à ses hommes de se tenir prêts. Nous sommes tombés sur une brigade, un barrage de gendarmerie dont la moitié était à genoux, puis à genoux, l'autre moitié debout, et derrière eux était Achiari, le sous-préfet de Guelma. Et ils ont fait feu sur nous. Et c'est la débandade. À partir du moment où vous avez un phénomène qui échappe à l'autorité coloniale, à partir du moment où vous avez une manifestation dont le contenu, les slogans, les drapeaux, les thèmes ou les leaders ne sont pas autorisés par le pouvoir en place, à partir du moment où vous avez quelque chose qui met en péril l'institution coloniale en tant que telle, la méthode classique, c'est la répression. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a réellement une volonté aussi de mater un mouvement dont on a peur qu'il enflamme toute l'Algérie. On a un sentiment en mai 1945 qu'il y a là peut-être une date charnière où si on ne réprime pas vite ce qui est en train de se passer, l'Algérie peut nous échapper. Et dans le système colonial français,
l'Algérie, c'est une sorte de pivot. Ce qui se passe en Algérie est une caisse de résonance de ce qui pourrait se passer partout ailleurs. L'état de siège est instauré dans le département du Constantinois. Il est désormais interdit aux civils de sortir après 18 heures. Le gouverneur d'Algérie, Yves Châtaigneau, prend des dispositions exceptionnelles. Il transfère ses pouvoirs au général Henri Martin, avec pour mission de contenir l'insurrection et de rétablir l'ordre de toute urgence. Si le calme est revenu dans les villes, dans les campagnes, l'annonce des fusillades a suscité la colère. Toute la région s'embrase. Les paysans algériens s'arment de bâtons, de faucilles et de haches. Ils s'acharnent sur les symboles de l'État colonial, tribunaux, maisons communales, bureaux de poste. Des maisons sont détruites. Au nord de Sétif, à Kherrata, la population française prend peur et déserte le village. Les autorités du village avaient dit qu'il fallait que tout le monde se réfugie au château. Et là, tout le monde s'est barricadé quand il y avait du monde. C'était la peur, la cohue. Mais c'était terrible. Alors on a envahi le village. Les Français s'étaient réfugiés au château d'Ussay. Je ne sais pas qui leur a dit qu'on allait venir les tuer. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au dépôt d'essence. On a pris 2 fûts et on en a acheté un à l'intérieur de la poste et l'autre à l'intérieur de la maison de la famille Sachs. On a craqué une allumette et on a mis le feu à la poste. À Kherrata, c'est la Légion étrangère qui va libérer les Français réfugiés au château d'Ussay. Saïd Alik avait 13 ans à l'époque. Quand la Légion étrangère est arrivée, les Français sont sortis du château d'Ussay. Ils ont commencé à tirer sur nous sans faire de distinction. Ils ont tiré des rafales sur tout le monde. Beaucoup sont morts à l'entrée du village, dans le village et dans les environs. Les autres ont réussi à s'enfuir. Je me suis enfui avec mes frères, mais 5 membres de ma famille sont morts. Mon père, ma mère, 2 de mes frères et ma sœur. La riposte française ne fait que commencer. Elle sera massive. Le général Henri Martin et le général Duval, responsables du Constantinois, donnent l'ordre de déployer 40 000 hommes dans le département. À leur demande, en plus des forces déjà présentes sur le terrain, des régiments entiers embarquent pour l'Algérie, chars de combat, navires croiseurs. Les premiers avions bombardent les villages. Ces différentes forces vont prendre en étau l'insurrection. L'armée est venue de Sétif. Il y avait des chars, des camions, des soldats. Tu vois le petit hameau là-bas? Il a été entièrement brûlé. Les avions tournaient et survolaient les montagnes et les forêts, et ils tiraient. Face à la panique de la population française, les autorités locales renouent avec une pratique d'usage dans les colonies, les milices civiles. Le 9 mai 1945, le préfet Lestrade Carbonel publie dans la Dépêche de Constantine un appel à constituer des milices dans le but de contribuer au maintien de l'ordre. Les civils français vont prendre les armes pour assurer eux-mêmes leur sécurité. L'armée n'a pas encore atteint Guelma où la population est terrorisée. 280 personnes se présentent aussitôt au sous-préfet André Achiari. La gendarmerie fournit des armes à ceux qui n'en ont pas. La plupart des miliciens ont pour mission de patrouiller dans les rues et de garder les entrées de la ville. Mais certains d'entre eux vont participer de façon plus active. André Achiari est à leur tête. Cet ancien des services secrets français souhaite venir à bout de ce qu'il appelle le complot arabe. Il crée un comité de salut public, un conseil de guerre illégal qui rassemble des Français de toutes les tendances politiques et de toutes les couches sociales. Dès le 9 mai, cette organisation va dresser la liste des manifestants algériens. Ils seront arrêtés le soir même par les gendarmes et les miliciens. Blessé à la jambe lors de la manifestation du 8 mai, Yals Abdallah se trouvait alors à l'hôpital de Guelma.
Comment nous avons appris ce qui se passait dehors? C'est quand on entendait les mugissements des bêtes qu'on avait dans les bestiaux, les bêtes, les moutons, les vaches qui gueulaient, et on entendait les rafales la nuit. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait, et on ne savait pas. Et celui qui nous donnait la soupe, il nous dit « Remerciez le ciel que vous êtes ici et vous n'êtes pas dehors ». À Sétif, c'est l'armée qui a pris le contrôle de la ville. Français et Algériens restent cloîtrés chez eux. On a été confinés dans nos appartements. Et il fallait fermer les persiennes parce que la rumeur disait que les Arabes du haut des toits tiraient sur les fenêtres et aucun Français sur les Français. Donc et cette peur a régné pendant quelques jours. On n'osait plus sortir. Moi-même, mon père m'avait mis dans un couloir pour échapper aux fenêtres qui étaient à l'extérieur. Il y avait le couvre-feu. On ne sortait plus. On avait peur. C'était la peur qui menait tout le système. Le 10 mai à Sétif se déroulent les funérailles des 28 victimes françaises de la manifestation du 8 mai. Par le biais d'un communiqué, le général de Gaulle témoigne sa sympathie aux familles des victimes et réaffirme sa volonté de réprimer tout agissement anti-français. Le gouverneur Yves Chataigneau vient assister aux funérailles. Il est pris à partie par les Européens. Les grands colons, la frange la plus riche et influente des colons d'Algérie, sont à la tête du cortège. Ils réclament des armes et une répression impitoyable. Ils exigent aussi la tête de Ferhat Abbas, l'autre figure de proue du nationalisme algérien qui a été arrêté le 8 mai 1945 à Alger.